1943. Dans le sud du Reich, une confrontation cruciale se prépare. Alors que 376 bombardiers B-7 Flying Fortress se dirigent vers l'usine de roulement à billes de Schweinfurt et d'autres vers l'usine de Messerschmitt, le major Gunther Ray recharge de décoller avec son escadrille à bord de son BS-9 G6. Il se prépare à affronter les bombardiers comme il l'a fait tout au long de l'été. Au milieu du fracas des balles et du vibrement des moteurs, Ray repère sa première cible, un B-17, se détache du ciel, une silhouette imposante dansant entre les nuages. Avec une précision chirurgicale, il aligne son viseur sur l'aéronef. Son BF débite sa puissance en seulement 3 obus, laine droite déchirée, envoyant l'avion en spirale vers le sol. Ray poursuit sa danse mortelle avec une bombardier. Un deuxième appareil se trouve dans sa ligne de mire. Cette fois-ci, son canon fait mouche avec une violence inouïe. De l'impact dévastateur, le fuselage se disloque en une boule de feu aveuglante, et Ray observe imperturbable son adversaire disparaître dans le ciel. Enfin, le troisième adversaire qui croise sur son chemin. Ray sent son avion trembler lorsqu'il délivre une mort fulgurante. L'explosion qui suit est un spectacle terrifiant, illuminant brièvement le signe de flamme infernale avant que l'appareil ne se réduise en un amas de débris fumants. Si je vous raconte l'un de ces histoires fictives, c'est pour parler d'un des canons les plus puissants de l'aviation militaire durant la Seconde Guerre mondiale, j'ai nommé le MK108. Mais, avant de vous parler de cette arme, nous devons parler des canons allemands au début de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre pourquoi en 1941, la Luftwaffe a estimé qu'il était nécessaire de développer un canon de 30 mm dans ses chasseurs. En 1939, l'armée de l'air allemande dispose d'un armement relativement correct. Les principales armes sont le MG17 de 7,92 mm et le MGFF Oerlikon de 20 mm. Mais l'équipement accuse des défauts, par exemple le Oerlikon de 20 mm disposait d'une faible balistique, couplée à une charge d'explosifs relativement faible d'environ 3 à 400 grammes d'explosifs. Ce qui faisait le plus mal au MGFF était sa comparaison avec Hispano-Suiza, qui lui disposait d'une vitesse initiale beaucoup plus élevée, due à un canon beaucoup plus gros, mais aussi à une charge d'explosifs qui était d'environ 11 grammes d'explosifs. Certains rapports de la RAF démontrent la puissance du canon. Malgré cela, le Reich n'a pas dit son dernier mot et en 1941 entre le Moser MG151, meilleur que son prédécesseur, notamment grâce à une cadence de tir plus élevée d'environ 700 coups par minute contre 560. Avec une capacité en munitions accrue passant de 60 à 200 cartouches, le canon bénéficie au cours de l'année 1941 de la concrétisation des efforts industriels allemands pour avoir des munitions plus performantes avec l'introduction des munitions Geschützzone qui réduisent la taille des parois permettant de réduire la masse de la cartouche et donc ainsi d'augmenter la vitesse initiale, tout en multipliant par 4 la charge d'explosifs, ce qui fait passer de 4 à 17 grammes d'explosifs, sans compter que le canon arrive au bon moment car fin 1941, la Royal Air Force commence son offensive aérienne de nuit sur le Reich. Aussi formidable que cette augmentation, Luftwaffe pensait qu'un remplissage d'environ 100 grammes d'explosifs était nécessaire pour détruire des bombardiers lourds de manière efficace. Pour continuer sur l'armement de la Luftwaffe, malgré l'augmentation de la puissance de feu de son armement, un rapport estimait que la probabilité qu'un appareil touche une cible était de 5%. C'est ainsi qu'elle a conclu qu'il serait nécessaire que ces armes disposent d'une cadence de tir plus élevée. Il devient très vite évident que le moyen de détruire les bombardiers lourds ainsi que les futurs bombardiers tels le B-17 Flying Fortress et le potentiel B-29 était d'embarquer des munitions avec le plus de contenu explosif. Les ingénieurs allemands comprennent très vite que pour obtenir un effet explosif approprié, le développement d'armes et de munitions de 30 mm était nécessaire. C'est ainsi qu'en 1941, la société Rheinmetall Borsing répond à une demande du RLM ou Reichsluftministerium pour un canon défensif dans l'optique de créer un canon automatique de 30 mm qui respecterait les caractéristiques énoncées précédemment, soit une cadence de tir élevée ainsi qu'une charge explosive conséquente aux alentours des 100 grammes d'explosifs. Le canon devant être un successeur du Maschinengewehr MG151 devant être capable d'être monté dans le noyau des chasseurs tels le Messerschmitt Bf109, dans les ailes de chasseurs tels le Focke-Wulf 190 ou alors en tant que podgun sur des avions tels le Focke-Wulf 190 et le Bf109. A cette époque-là, l'Allemagne n'a quasiment aucun équipement de 30 mm à part le MK101, un canon développé dans les années 30 par la société Rheinmetall, même si le MK101 était impuissant du point de vue de l'ergonomie, elle n'avait pas réellement donné toute satisfaction. Trop encombrante, trop lourde, elle a été refusée par le Oberst général Ernst Udet, mais Rheinmetall poursuit le développement des armes de 30 mm au vu du potentiel de ce type d'équipement. En 1943 sort donc le MK108 ou Maschinenkanon 2 Under und Art. Les caractéristiques du canon sont les suivantes. Premièrement, l'arme est composée à 80% d'acier englouti, même matériau que la MG42 pour la simplification de la fabrication ainsi que la réduction des coûts. Cela permettait de mieux s'adapter à la main-d'œuvre peu qualifiée ou seriable commençant légèrement à apparaître au sein du Reich en cette année 1943. Contrairement au MGFF ou au MG51, celui-ci serait par amorçage électrique pour une meilleure fiabilité,
Aussi, le point le plus intéressant est sur sa munition. Lorsque la MG151 comptait environ 15 grammes d'explosifs dans une cartouche, le M408 lui en compte environ 85 grammes, ce qui sur les bombardiers c'est avec le dévastateur comme nous le verrons plus tard. Cependant, le M408 n'est pas dépourvu de défauts. Par exemple, pour avoir une bonne cadence de tir à environ 600 coups par minute et avoir une taille compacte, Rheinmetall a dû sacrifier la balistique, ce qui se manifeste par une vitesse initiale assez faible. Par exemple, lorsque le MG151 avait une vitesse d'environ 800 mètres par seconde, celle du 30 mm allemand était seulement à 540, ce qui s'explique par la différence de taille à l'avantage du M408, notamment au niveau des longueurs du canon, comparé au MGFF ou au MG151. Même si l'arme compensée par la taille de son calibre et que son rôle était spécialisé dans la lutte anti-bombardier lourd, ceci est noté. Dû à cette faible publicité initiale, l'arme avait une portée effective inférieure à 1 km contre 1,5 km pour le MG151. Aussi, elle ne pouvait tirer que des munitions à fragmentation ou à explosion pour avoir une réelle efficacité comme la Milon Geschütze. Après avoir vu les caractéristiques sur le papier, regardons les performances sur le terrain, ou plutôt dans le ciel. Pour comprendre le MK108 et sa nécessité lorsqu'il entre en action au sein de la Luftwaffe à l'été 1943, il faut regarder la situation de l'Allemagne lors de cette année. 1943 est une année sombre pour le Reich comme pour l'Axe. La situation s'est terriblement dégradée sur le front de l'Est, alors que le Führer tapait sur une guerre éclair en 6 mois. Cela fait déjà 2 ans que l'Allemagne essaye d'abattre l'ordre russe. Nous sommes 5 mois après la bataille de Stalingrad, l'Afrika Korps s'est rendu en mai 1943, les Alliés ont débarqué en Sicile, mais surtout le fait qui nous intéresse est qu'entre en action la 8e Air Force qui, elle, contrairement aux Britanniques, a l'intention de frapper le cœur industriel du Reich en plein jour. La principale arme des États-Unis en cet été 1943, c'est le B-17 Flying Fortress qui est un monstre volant équipé du tout nouveau viseur Norden qui est classé intrastructuré à l'époque. Celui-ci permet à l'USSAF de faire des bombardements stratégiques avec précision. Brutalement, la Luftwaffe passe de l'offensive à la défensive. Mais revenons à notre canon. Le MK108 est monté sur la version U4 du Bf-109 G6, Usédition Umrüstung pour conversion. Le canon peut être monté en axial à la volonté du pilote avec modification d'usine, soit en tant que route d'assaut sous les ailes. Il est aussi monté sur le dernier modèle de Bf-110 G2 dans le nez. Dès son entrée en service, le canon se montre très bon avec une bonne cadence de tir. Le M408 transportant entre 60 et 130 obus, mais surtout infligeant des dégâts vertigineux, capable d'abattre un bombardier lourd en 3 ou 4 obus contre 20 à 15 pour ses prédécesseurs. Sur les avions monomoteurs et bimoteurs, il suffit d'un coup pour abattre une cible capable de découper une queue ou d'arracher une aile. Malgré cette entrée fracassante, le canon dispose de défauts dus à sa conception qui était principalement due à sa cadence de tir élevée et à la taille de sa munition qui n'autorisait que 6 secondes par tir pour un Bf-109 et 13 pour un Bf-110. Sa balistique était aussi un problème car elle donnait souvent des tirs courbés plutôt que des tirs linéaires, ce qui causait des problèmes de précision. Sa présence au-dessus du Reich a certainement dû en avoir un impact dans l'été meurtrier de 1943 qui voit en moins de 6 mois la 8e Air Force perdre 26 000 personnels aériens et 1000 bombardiers avec 10 à 15% de pertes par raid. Le M408 gagnant en popularité, il est de plus en plus monté avec 100 000 canons fabriqués à l'automne 1944 et 400 000 jusqu'au printemps 1945. Démontrant sa simplicité de conception, l'arme qui sort de plus en plus montée sur des appareils comme des variantes telles le Foucault 188A8 et des 9. Il est équipé directement en usine sur le BF-109K4 ainsi que sur le TA-52H1, sur des prototypes de chasseurs de nuit tels le Heinkel 119 et le TA-152. Excusez-moi, je voulais dire le TA-154. Il est bien évidemment monté en Chago-Music sur le BF-110, le JU-388, le JU-88 et le ME-410. Ou encore sur des jets comme le Heinkel 162 Volksjäger où le 30 mm était la première option. Monté sur le Comet et finalement sur le Messerschmitt ME-262 par paire de 4, bien que cet armement soit dévastateur, il est loin d'être optimal. Il a même révélé de nouveaux défauts. La combinaison de la vitesse du 262 aux alentours des 800 km et la portée effective du MK108 inférieure à moins de 1 km faisait que les pilotes avaient moins d'une seconde pour lâcher une rafale sur leur cible. De l'aéroport de Riem, près de Munich, j'étais surexcité. Cet appareil était incroyablement rapide et il montait beaucoup plus haut que n'importe quelle machine que nous avions pilotée auparavant. Il était très stable, même à grande vitesse.
On avait l'impression que les autres avions flottaient dans l'air comme des ballons quand on les dépassait. Je participais à ma première mission quand j'ai appris que Innsbruck avait été attaqué par les Américains dans leur Lightnings, un chasseur à deux queues. Comme j'étais à bord d'un 262, je me suis dit que je devais me rendre sur place. J'y suis allé et je les ai repérés immédiatement. Ils étaient environ une douzaine. Ils attaquaient une station de radio-télécommunication. J'ai choisi l'un des appareils et je l'ai poursuivi. Mais alors que j'allais ouvrir le feu, je l'avais déjà dépassé. Ces avions étaient vraiment trop rapides. Les Américains avaient ensuite déclaré qu'ils avaient été attaqués par un 262 qui n'avait pas tiré. Mais ils n'ont pas mentionné que je n'avais pas pu à cause de ma vitesse. Le MK108 est une très bonne arme. Elle n'est pas dépourvue de défauts car l'Allemagne était dans une situation tactico-opérationnelle bien spécifique. On remarque au cours de la Seconde Guerre mondiale que les pays qui ont adopté des calibres d'armes supérieurs à 1 mm comme standard pour leurs avions sont très rares. Il n'y en a que deux en fait, le Japon et l'Allemagne. Le MK108 manifeste ce besoin de l'eau de feu de compenser son manque de puissance de feu est aussi un symbole de l'évolution des doctrines au niveau de l'armement où l'optique n'est plus de causer de petits dégâts pour abattre un avion, mais bel et bien d'exploser l'appareil dans l'optique de détruire la chose la plus chère dans un avion, soit le pilote.